Merci à tous. Je suis ravi de vous accueillir dans cette table ronde qui est consacrée aux nouveaux modèles assurantiels. Alors pour débattre de ce sujet qui est un sujet qui n'est pas totalement nouveau, mais sur lequel on voulait absolument faire un point pour comprendre la dynamique actuelle de ces nouveaux modèles, nous avons la chance d'avoir aujourd'hui autour de la table des acteurs qui sont à la fois complémentaires de par leur position sur le marché et qui ont tous des points de vue à la fois pertinents et assez complémentaires, encore une fois. Donc, nous avons le plaisir d'accueillir donc Michael. Merci infiniment d'être là et de rendre tout ça possible. Nous avons l'honneur d'avoir également Bertrand Labillois, directeur général de la Caisse centrale de réassurance. Nous avons Louis-Clément Schiltz, qui est le fondateur et le CEO de WeBotit, qui est une très belle start-up, une insurtech, qui travaille dans le domaine de l'expérience client augmentée. Et nous avons également Erwan Codé, qui est l'un de mes associés et qui est actuaire et travaille au cœur de l'innovation des produits dans le secteur assurantiel, à la fois P&C et Vie. Alors peut-être pour commencer le débat, une des questions clés qu'on s'est posées, c'est quand on parle de nouveaux modèles assurantiels, de quoi s'agit-il? Ce que je voulais peut-être refaire, c'est vous laisser un petit peu, décrire un petit peu votre point de vue aux uns et aux autres sur ce sujet-là, en donnant un peu votre point de vue sur le marché. Ensuite, on essaiera de traiter quelques questions qui nous sont remontées de la plupart des participants à cette semaine. Bertrand, peut-être pour commencer, peut-être votre point de vue avec une vue assez large du marché, de ce que sont les lignes de force, les grands axes de ces modèles assurantiels nouveaux. Oui, bien volontiers. Alors je le ferai avec une double casquette parce qu'effectivement je suis un acteur traditionnel en tant que réassureur, un réassureur qui travaille depuis plus de 70 ans, et en même temps je suis administrateur d'une petite insurtech qui était d'ailleurs candidate. Je ne connais pas le résultat, je n'ai pas encore réussi à soudoyer Michael pour savoir si... mais je dois attendre jusqu'à jeudi, c'est ça? Bon voilà, donc je vais attendre jusqu'à jeudi. Donc voilà, donc ce double regard. Pour vous dire effectivement que on peut avoir tendance, quand on pense au mot insurtech, à se concentrer sur tel ou tel aspect, et en fait c'est assez disparate. Ce qui rassemble ces différents aspects, c'est que le vocable insurtech regroupe une catégorie d'entreprises qui répondent aux problématiques du moment, basées sur l'évolution de la technologie, mais pas que, sur l'évolution de la demande, sur la révolution de la façon dont on a de consommer. Voilà, donc c'est tout ça. J'ai juste, mais en très rapidement, je ne vais pas faire détailler chaque point, mais effectivement, on nous annonce qu'on va basculer d'un monde de la propriété à un monde de l'usage. Et ça va avoir un impact direct sur la structure du marché, avec un des acteurs de la chaîne de valeur qui va disparaître. Alors ça ne sera pas le réassureur, parce qu'il faudra toujours quelqu'un pour porter les risques de pointe. Ça ne sera pas le distributeur, celui qui est au contact du client. Ça sera soit les grossistes, soit les assureurs directs traditionnels. Et de ce point de vue-là, on voit qu'il y a de plus en plus de réassureurs, d'ailleurs, qui anticipent et qui prennent des participations dans des insurtech pour justement s'assurer de l'accès à l'aliment. Parce que même si on est sûr de ne pas disparaître, on a toujours cette crainte de voir les flux d'affaires aller chez les concurrents. Donc vous voyez vous allez sur les sites internet de tous les grands réassureurs et vous voyez les participations qu'ils prennent. C'est aussi lié au fait que, je parlais de concurrence, on est obligé de revoir de fond en comble nos process pour être beaucoup plus efficaces et donc utiliser toutes les possibilités qu'offre l'intelligence artificielle, la robotisation informatique, et ça passe aussi par des insurtech. Là où c'est plus intéressant, c'est quand on regarde le client, les besoins des clients, à la fois en termes de produits et en termes d'expérience client. On voit que ça nous oblige
ne plus être dans un rôle en tant que réassureur. Et là, je parle avec ma casquette réassureur. Peut être dans un rôle seulement d'apporteur de capacités financières, mais également il faut qu'on mette à disposition des cédantes des outils, des applications numériques qui leur permettent de répondre aux besoins de mobilité, d'agilité de leurs clients, ce qui a un impact également sur la nature des garanties. Parce qu'on ne peut pas avoir des garanties aussi complexes sur des produits sur téléphone mobile que traditionnellement. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'à travers ces applications, on peut récupérer de la donnée. Et ça, pour l'analyse actuarielle, c'est extrêmement riche. Et puis un dernier aspect, et j'en aurais fini, c'est effectivement, on voit que le champ du possible pour les produits d'assurance et la façon de distribuer ces produits potentiellement peut exploser. Et ce qui signifie d'être capable de répondre à cette demande émergente. Ce qui n'est pas évident pour les grands groupes. Et donc on voit apparaître un certain nombre d'insurtech, dont Sénat, qui se positionne justement, qui a vocation à se positionner sur ces niches pour mettre à disposition des grands distributeurs ou des assureurs traditionnels en marque blanche des produits d'assurance, et ils sont backés bien sûr par des réassureurs. Dans la vraie vie, c'est jamais, c'est pas des cases qui sont distinctes. Même une insurtech peut recouvrir ces 4 problématiques, mais c'est vraiment des problématiques très très fortes et auxquelles tout le monde est confronté. Alors je mentionne que les insurtech, ça leur offre un moyen de mettre un pied dans un marché qui était traditionnellement fermé, parce qu'il y a des barrières à l'entrée énormes. Ça ne veut pas dire que les acteurs traditionnels sont foutus et obsolètes. J'ai beaucoup aimé un post d'Adrien Couret de La Massif qui réagissait à un autre post d'une insurtech, justement, en disant « mais vous inquiétez pas, on ne va pas se laisser kodakiser facilement ». Merci. Michael, peut-être aussi un point de vue sur le marché, vue d'ensemble du marché, sur la dynamique. Oui, et puis je vais faire une petite parenthèse, mais c'est important parce que sinon, vous savez, comme on est retransmis en direct et en replay, alors c'est peut-être pas... Mais je vais quand même le dire, parce qu'on s'est dit tout depuis le départ, il devait normalement y avoir une femme à ma place. Voilà, je tiens à le préciser parce que nous n'ayons pas de remarques en disant encore une table ronde avec que d'hommes. Il y a beaucoup, il faut juste savoir, c'est que le secteur de l'assurance, si on dresse un panorama, le secteur de l'assurance quand même est très féminin. Je sais pas si vous prenez les chiffres, c'est un secteur où il y a plus de femmes que d'hommes. Alors vous allez me dire, oui, est-ce qu'elles ont toutes pris les postes de direction? Non, pas encore. Au sein du réseau, je vais juste parler du réseau ROAM, que je connais, au sein de notre commission exécutive, sur 22 personnes au sein de la commission exécutive, il y a 3 femmes dirigeantes. Voilà, donc on voit qu'il y a encore un effort à faire. Alors, dresser un panorama, si on reste très terre à terre, il faut savoir que l'assurance, c'est 7% du budget des ménages. C'est pas négligeable, c'est important. Mais est-ce qu'on vous apprend l'assurance à l'école? Est-ce qu'on vous apprend à gérer vos comptes? Est-ce qu'on vous apprend à savoir comment s'assurer demain? Non. Donc on voit qu'il y a un énorme travail de pédagogie. Et donc quand un jeune arrive, il a son premier salaire, il va s'acheter sa voiture, il fait quoi? Soit il se débrouille, il va à l'agence du coin, ou en général, il a son téléphone. Et c'est là que la vie du client, comme ça qu'on l'appelle, ou du sociétaire pour certains mutualistes, voilà, il démarre. Très souvent, et ça c'est la psychologie, très souvent il prend conseil quand même auprès de ses parents. Je crois que dans 80% des cas, il retourne dans la banque de ses parents. Donc voilà, on voit qu'il y a une suite. Dans le secteur de l'assurance, c'est à peu près pareil. On voit que d'une manière générale, on regarde, ça ne veut pas dire qu'on adhère, mais on regarde déjà ce qu'ont fait les parents. Donc on voit qu'il y a une continuité. Je crois que la relation bancaire, c'est une fois tous les ans. Dans le secteur de l'assurance, c'est une fois tous les 7 ans. Donc on parle de relation client, mais on le voit que c'est une fois tous les 7 ans en agence. La relation client, par contre, digitale, je crois, elle est beaucoup plus importante. Mais si dans la salle où j'irai chez vous, je vous demande est-ce que vous avez une application
Assurantiel, bancaire, oui. Assurance, je ne suis pas sûr que tout le monde ait une application assurance. Donc on voit qu'on est, je dirais, l'Internet, allez, ça date d'il y a 20 ans. On n'a toujours pas d'application, alors je dis toujours pas, je ne veux pas faire de généralité, hein. Mais on voit que tout le secteur, il y a encore un vrai travail sur cette digitalisation. Et pourquoi je parle de digitalisation? Parce que juste avant, c'était à l'ère post-Covid. On voit que la digitalisation, tous ceux qui ont misé sur le digital, d'une manière générale, 2020 aura été une année correcte en termes de développement. D'où cette, et je finirai par ça, d'où cette courbe en K, c'est-à-dire qu'on voit qu'il y a une cassure, et il y a celles qui vont repartir de plus belle, et il y a celles pour qui ça va être très difficile. Donc, il faut miser sur, on dit, le phygital, tant le physique que le digital, et toutes celles qui auront misé, entre autres, et qui n'auront pas oublié le digital, je pense qu'elles pourront passer cette crise. Merci Mickaël. Alors, merci d'avoir souligné le fait que les nouveaux modèles assurantiels sont aussi le fait des femmes, hein, qui ont un rôle très dynamisant. Et on le voit, nous, dans notre rôle de consultant sur le marché, avec de plus en plus de dirigeantes et aussi d'entrepreneuses, de créatrices, de start-up, d'insurtech. Vous avez souligné aussi un point qui remontait assez souvent autour de ce sujet des nouveaux modèles, c'est la distribution. Alors, est-ce que finalement, ces nouveaux modèles assurantiels, est-ce que c'est surtout un sujet de distribution? C'est de la manière dont on amène les services et les produits à l'assuré? Ou est-ce que c'est aussi un sujet de reconception, de réimagination des produits? Peut-être pour répondre à ça, je voulais donner la parole aussi à Louis Clément, qui lui a créé une start-up qui est essentiellement autour de la distribution, mais peut-être avoir son avis aussi. Peut-être que tu nous racontes un petit peu la création de Webotit. Bien. Oui, tout à fait. Donc Webotit, c'est né d'une expérience en Chine où je vivais à Shanghai en 2014-2015. Et en fait, lorsque vous vivez en Chine, vous vivez avec WeChat, qui est l'application de messagerie chinoise qui a fait les news récemment avec Donald Trump. Et donc sur WeChat, vous pouvez écrire à un restaurant, par exemple, quand j'en avais marre des nouilles et du riz, un restaurant italien. Donc je leur demandais qu'est-ce qu'il est au menu ce soir. Ils me disaient, vous avez des pâtes carbonara, ça vous fait 20 yuan. Vous payez dans WeChat et 20 minutes plus tard, vous avez un Chinois qui vient vous livrer à vélo votre plat de pâtes. Et ça, ce que vous faites sur la nourriture, vous le faites également pour vos déplacements financiers. Vous pouvez dire, j'ai 1000 yuan à placer, qu'est-ce que vous me proposez? Vous pouvez le faire pour souscrire à une assurance. Vous pouvez payer vos factures d'électricité via WeChat. Et donc en fait, tout le commerce devient conversationnel grâce à ces plateformes de messagerie en Chine. Et donc, c'était la jeunesse du projet. En rentrant en France, j'ai souhaité essayer d'amener ce genre de modèle sur le marché français, notamment via Facebook, mais pas que. WhatsApp est aussi un canal intéressant. Et puis si on regarde un peu plus sur ce qu'on a pu faire dans l'assurance, on est présent sur les messageries, mais également sur les sites internet, avec des assistants virtuels qui vont répondre automatiquement à 70-80% des questions des consommateurs, et être en mesure d'aller jusqu'à la souscription en encaissant un paiement. Donc on a mis ça en place sur un courtier qui vend de la garantie loyer impayé, notamment. Et ce qui est assez intéressant, c'est de voir les moments auxquels les gens vont interagir avec. On voit la majorité des conversations ont lieu le soir et le week-end, quand les bureaux du courtier sont fermés. Donc c'est autant de leads qui normalement sont plus ou moins perdus, puisque la personne n'a pas trouvé son information. On va pouvoir apporter un premier niveau de réponse et prendre des coordonnées pour faire un recontact par la suite. On a également d'autres modèles qui peuvent être assez intéressants et un peu plus innovants. C'est vous avez toutes les nouvelles mobilités dont on a beaucoup parlé, et toutes les assurances qui peuvent être liées à un vélo électrique, quand on connaît les vols qu'il peut y avoir. Et donc c'est assez facile en fait de cibler ces communautés, puisque c'est souvent des gens qui vont être sur Facebook, qui vont parler vélo sur Facebook. Donc vous êtes en mesure de dire, je veux cibler tous ceux qui ont acheté un vélo électrique récemment dans les grandes métropoles, et je vais leur afficher une pub pour bien entendu leur vendre une assurance pour leur VAE. Et plutôt que le rediriger vers un site et donc d'avoir une rupture de parcours, on va le convertir là où il se trouve. Donc par exemple, si on a fait une pub dans une story Instagram, on va pouvoir le convertir et lui faire souscrire son assurance en moins de 2 minutes sur Instagram. S'il est sur Facebook, on va essayer de le convertir sur Facebook Messenger. Et cette notion de dire, les gens utilisent la conversation au quotidien. Je pense que vous avez sûrement tous vous échangé des SMS ou autres avec vos proches. Et ce qu'on essaie d'amener, en tout cas comme un nouveau mode de distribution, c'est de permettre aux assureurs également de rentrer dans une relation client qui soit beaucoup plus instantanée. Merci Louis Clément. Erwan, peut-être quelques mots sur les impacts que ça peut avoir vu de toute la politique technique et toute la conception des produits. Alors je vais
d'abord, je dirais décliner en 3 types de produits, finalement, les évolutions qu'on peut voir sur le marché. Vous avez le PNC, vous avez la prévoyance santé, et puis vous avez tout ce qui est épargne. Donc, de manière générale, ce qu'on voit sur la partie PNC, c'est la capacité à intégrer de la technologie, reconnaissance d'images, etc., satellite également. En tout cas, c'est les questions qu'on peut se poser. Comment capitaliser là-dessus sur les drones pour apporter plus d'efficacité sur la reconnaissance des sinistres, etc. Vous avez côté prévoyance santé, là l'enjeu, je dirais, de la création d'un écosystème qui permet finalement, au-delà des produits assurantiels, d'offrir des services complémentaires. Donc ça, on a des exemples à travers le monde qu'on a pu voir des business models se mettre en place, et effectivement en offrant autre chose que du risque. Et puis en dernier lieu, je dirais que sur la partie épargne, notamment par l'intermédiaire de pactes, on voit d'ailleurs, comme dans d'autres pays européens, une convergence des solutions proposées entre les assureurs, entre tout ce qui est asset management. Et c'est vrai que selon ces évolutions sur ces, je dirais, 3 types de produits, on va avoir finalement des propositions de valeur qui peuvent être également différentes. Peut-être un autre élément qui est à mentionner également, c'est que justement dans la conception du produit d'assurance, on a capacité à agir sur 3 leviers principaux. Vous avez la temporalité, et là on parlait d'une société qui convergeait, y compris dans l'assurance, vers une société de consommation, et donc il y a les enjeux de résiliation, les enjeux de réduction, c'est-à-dire qu'on ne serait plus sur de l'annuel, mais sur de l'infra-annuel. Donc il y a déjà des assurances comme ça, vous l'avez notifié. Alors en PNC, on le voit bien, mais on peut le voir également sur d'autres produits. Vous avez également la capacité à jouer sur finalement le niveau de garantie qu'on veut accorder. Et donc là, je pense qu'il y a un élément intéressant, donc c'est la filiale de Google dédiée à la santé qui est venue proposer une offre de santé aux entreprises américaines, notamment pour derrière, j'imagine, collecter de la donnée. Et donc, elle vise à jouer le rôle de réassureur. Donc ça, c'est assez intéressant, même si elle travaille d'ailleurs avec un réassureur pour couvrir ces risques. Le 3e élément sur lequel on peut actionner, c'est sur les garanties qu'on veut proposer. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, dans l'offre assurantielle, il y a une volonté finalement de se reconcentrer sur le client lui-même et donc de lui proposer des garanties en fonction de l'univers de besoins sur lequel il est. Et donc, il y a un certain nombre il y a des acteurs qui poussent dans ce sens-là en essayant de créer justement des systèmes derrière, des systèmes d'infos efficaces qui permettent de répondre à ce multi-produit, multi-garantie plus exactement, avec capacité, encore une fois, à jouer en fonction des années à se couvrir sur une garantie plutôt qu'une autre. Donc merci. Il y a quelque chose qui ressort aussi, c'est que dans ces nouveaux modèles, il y a en filigrane, alors c'est une partie du sujet bien sûr, pas tout, mais tous les modèles B2B, B2B, B2C, etc. Là, tu mentionnais l'exemple de Google. Votre vision aux uns et aux autres, c'est est-ce que finalement c'est le secteur assurantiel qui prend l'initiative de ces deals, ou est-ce qu'il est plutôt dans une position de fournisseur de solutions et de services par rapport à des initiatives comme ça qui sont transverses entre le retail, l'assurance, l'industrie automobile, tout ce qui tourne autour de la santé aujourd'hui qui est en train de se développer, ou est-ce que c'est vraiment les assureurs qui petit à petit vont se retrouver finalement propriétaires des moments de vie à haute valeur ajoutée et qui seront en position de prendre l'initiative? Où est-ce qu'on en est là-dessus aujourd'hui? Je peux peut-être me lancer, puis je vous laisse rebondir. D'abord, le premier élément, c'est effectivement, quand on parle de moments de vie, c'est la capacité à les chercher et à connaître ces moments de vie.
Et donc là, effectivement, quand on regarde les différents produits qu'on a à disposition, si on se concentre ne serait-ce que sur la santé ou sur la prévoyance de manière générale, ça peut être les risques sur lesquels on a capacité à le plus capter de l'information sur ces éléments-là. Pour autant, à contrario, il y a à la fois GDPR, il y a à la fois également la sensibilité en France, mais qui n'est pas forcément le cas à l'international, la sensibilité en France de s'approprier ces données, et donc comment on va utiliser ces données tout en protégeant le client. C'est un peu les enjeux qu'on peut avoir pour valoriser ces moments de vie. Donc, finalement, l'assureur, c'est quelle stratégie il met en place pour capter effectivement ces moments de vie. Donc c'est une très bonne question. On voit de fait que, encore une fois, un certain nombre d'acteurs s'engagent dans la santé, probablement pour également ces raisons-là, parce que ça permet de mieux connaître le client. Après, on peut également, si on prend le PNC, avec les images satellitaires, etc., qui permettent alors pas forcément dans les villes, mais en tout cas dans les campagnes, de mieux percevoir qui est le client. Je crois que c'est Google qui voulait leverager sur ces éléments-là pour renseigner sur finalement la qualité de l'individu et en fait pour mieux caractériser qui il est. Donc voilà, c'est d'abord effectivement l'appropriation de la donnée en tant que telle qui est vraiment un sujet tout à fait délicat en France, pour répondre à ça. Donc là, la maîtrise de la donnée, de la connaissance client en particulier, on a beaucoup parlé de technologie autour de ces sujets-là. Est-ce que vous voyez, le fait que ces technologies aujourd'hui sont en train de mûrir, sont en train d'être réellement adoptées? On a parlé d'intelligence artificielle, je pense que les réassureurs sont extrêmement intéressés par ça, à juste titre. Il y a pas mal de technologies qui sont pas nouvelles, tout le monde en parle depuis longtemps. Quel est leur niveau d'adoption et dans quelle mesure c'est vraiment des déterminants de la concrétisation de ces modèles? Ouais, et puis je vais reprendre la question d'avant et puis pour poursuivre. Déjà, il faut revenir aux fondamentaux. S'il y a de l'assurance, c'est qu'il y a du risque. Parce que là, on le voit en ce moment, s'il n'y a pas de risque, déjà, il n'y a pas d'assurance. Et s'il y a trop de risques, c'est la période qu'on est en train de vivre aussi en ce moment, à un moment donné, on le voit, on ne peut pas tout faire parce qu'il y a trop de risques. Je vais prendre un cas très très simple. Quand le drone est arrivé, il était vendu dans une grande enseigne. On savait très bien quand on achetait le drone que le drone il allait être cassé. Et vous regardiez, il n'y avait pas d'assurance. On savait très bien que quand il l'achetait, il le cassait. Alors l'enseigne était très contente parce qu'il revenait, etc. le lendemain. À un moment donné, quand les drones ils ont commencé à mettre des anti-radars pour éviter les obstacles, etc. Là, en effet, je dirais les enseignes ont commencé à vendre de l'assurance parce qu'il y avait un risque qu'on pouvait calculer. Donc, voilà, il faut déjà revenir aux fondamentaux. S'il y a un risque, il y a de l'assurance. Demain, est-ce qu'il y aura encore du risque ? Moi, pour répondre à la question tout à l'heure de la technologie, etc., je vais reprendre un exemple, le véhicule autonome. Ce qui est intéressant, moi j'aime ce secteur qui a de la technologie, etc., mais quand le lancement des véhicules autonomes arrive, ce que regarde la presse, c'est savoir combien il y a de décès finalement, et on voit que ça descend drastiquement. Mais est-ce qu'il y aura un risque ? Oui, alors il sera peut-être plus non plus sur peut-être moins la collision, parce qu'il y aura des détecteurs partout, etc. Mais on voit que le risque, il y aura un transfert de risque qui ira très certainement vers les cyber-risques, c'est-à-dire la prise du contrôle à distance par un hacker. Et donc voilà, on voit qu'on ne sera peut-être plus sur une assurance auto classique comme on la connaît aujourd'hui, mais sur une autre forme de risque. Donc il y aura des transferts d'assurance. Et ce qui est très intéressant dans notre secteur, c'est qu'on voit que dès qu'il y a par exemple une nouvelle forme de mobilité, on doit associer en permanence les assureurs. Donc est-ce qu'on est en réaction à quelque chose ? Non, je pense qu'on est vraiment dans la vie qui est en train d'évoluer, les mobilités, les maisons, la personne. Donc l'assurance, elle est pleinement associée à ces nouvelles technos. On parlait il y a le blockchain, l'intelligence artificielle, toutes ces nouvelles technologies. Le secteur de l'assurance doit se les emparer parce que c'est la vie d'aujourd'hui, quoi. Si je peux rebondir sur ce que vous venez de dire, on parle beaucoup, on avait beaucoup parlé de techno, mais ce qui compte avant tout, et j'ai eu l'occasion d'échanger, mais c'est le client. Et en fait, c'est qu'est-ce que le consommateur, qu'il soit professionnel ou particulier, qu'est-ce qu'il attend ? Il attend de la simplicité, que quand
il a un besoin, il sait qu'il doit s'assurer ou il pense qu'il devrait s'assurer pour un risque, ça dépend si c'est obligatoire ou pas. Il faut qu'on lui apporte une solution qui soit compréhensible, puisque parfois il y a quand même certaines technicités, notamment en termes de garantie, et qui puisse être assez rassuré, voire réassuré. Mais je vais rebondir tout de suite. Il attend même de ne pas s'assurer. C'est-à-dire, quand vous prenez... Ça a été le problème quand les trottinettes dans Paris sont arrivées. Les gens pensaient que les trottinettes, elles étaient assurées. Elles ne l'étaient pas. Maintenant, elles le sont. Il y a eu des messages. Je sais que la Fédération française d'assurance a fait tout un travail. Mais ce qu'on attend même aujourd'hui, c'est de ne pas s'assurer. C'est de penser que l'assurance, elle est déjà dans l'objet. Voilà. Et puis, si vous utilisez un véhicule 10 minutes, bah, vous aimeriez être assuré pour les 10 minutes. Alors qu'aujourd'hui, bah, on est plutôt assuré à l'année, etc. Donc, c'est tous ces modes-là qui vont évoluer. Un autre point qui, à mon sens, peut être intéressant à rappeler, c'est que là, on parle beaucoup de nouvelles technologies, mais souvent, c'est des technologies qui existent depuis longtemps. Pour notre part, on fait des assistants virtuels, donc c'est de l'intelligence artificielle qui va comprendre le langage. La techno en elle-même, elle date des années 60-70 dans les laboratoires de Stanford et du MIT. La seule différence, et bon, bien entendu, elle a eu le temps d'évoluer et de progresser, mais c'est la puissance de calcul disponible. C'est que maintenant, je peux avoir des serveurs et être en capacité de servir 1 million de clients en même temps et de répondre à toutes leurs questions en temps réel. Là où avant, c'était plus compliqué. Donc la technologie n'est pas forcément très différente. Enfin, très nouvelle, c'est plutôt qu'est-ce qu'on en fait et surtout comment est-ce qu'on l'intègre avec l'IT des assureurs. Et est-ce qu'on se dit on essaie de brancher au gros bousin ou est-ce qu'on fait des projets en stand-alone en se disant je teste sur un segment marché, une typologie cible. On parlait des jeunes plutôt sur des produits peut-être assez simples, en tout cas d'un point de vue actuarial, si ça, on peut dire ça que l'actuariat peut être simple. On peut. Et donc des petits produits, par exemple l'assurance smartphone qu'on va vendre et on va tester là-dessus et puis après on va se dire bon bah si ça fonctionne, je vais aller sur d'autres lignes de produits qui représentent peut-être une plus grande partie du chiffre d'affaires. Mais je crois effectivement qu'il y a un point important, c'est que ça a été mentionné à l'instant. Il n'y a plus de barrière à l'entrée, y compris au niveau technologique. C'est-à-dire que c'est vraiment le fait marquant des 15-20 dernières années, c'est qu'on voit des particuliers qui se mettent à 3 ou 4, qui recrutent une dizaine de personnes et puis qui créent, qui font même agréer par la CPR une société d'assurance, une insurtech. Ça, c'était inimaginable il y a 25 ans. Donc, tous les acteurs institutionnels établis doivent vraiment avoir cette chose-là en tête. Et la deuxième chose qui n'est pas du tout évidente, et c'est, je crois, toi, Michael, qui l'a évoqué en parlant de transmission de la consommation d'assurance de père en fils, de mère en fille, enfin bref. Des études qui ont été faites au Japon montrent que la grande crainte des assureurs japonais, c'est que les jeunes japonais ne s'assurent plus. Parce que ça ne leur traverse pas l'esprit, c'est pas dans leur système de valeurs. Donc il y a une double évidence qui a disparu. Un, le fait qu'on est sur un marché fermé entre soi, et deux, que le client est captif et qu'il viendra toujours acheter nos produits. Et d'où effectivement la nécessité de vraiment s'intéresser au plus près des besoins, de l'expérience client et de l'efficacité. Et donc de la compétitivité, l'attractivité du produit. Et pour poursuivre ce que tu disais, Bertrand, c'est qu'avant, avec ce que je vous disais sur les aspects psychologiques, on adhérait à une marque. Donc vous achetiez une marque, les parents adhéraient à une marque, etc. On l'a rappelé, dans le monde général, dans la société d'assurance, il y a 280 sociétés. Mais on adhérait à une marque. Là, maintenant, on voit que ça doit plutôt répondre à un besoin. Donc la nouvelle génération, dans toutes les dernières enquêtes, ils nous disent ils veulent plutôt adhérer à une entreprise qui va répondre à leurs besoins, qui est au plus proche de leurs problématiques, et pas forcément à adhérer à une marque. Donc là, on voit que les marques, elles, essayent d'investir sur le socialement responsable. L'assurance doit être plus verte, plus responsable, plus solidaire, plus économique. Mais il ne faut pas oublier aussi les générations qui, elles, vont attendre à ce qu'on soit au plus proche de leurs besoins. Je pense que ça, c'est vrai pour toute la partie IARD. En assurance vie, épargne, je crois que la puissance de la marque, l'institution continuera d'être très importante. Merci de cette précision. Est-ce que, alors, il y a aussi un sujet générationnel qui est posé.
est-ce que, comment on pourrait le penser quand on voit quelques exemples spectaculaires d'InsurTech qui ont décrit la chronique, alors les monnaies d'Alan en France, We Bought It, très bientôt. Est-ce qu'on pense que réellement cette vague, elle est poussée par les nouvelles générations ou c'est quelque chose de beaucoup plus universel? C'est qu'en quelque sorte, quand on définit une stratégie sur de nouvelles offres, de nouveaux services, de nouveaux produits dans les compagnies d'assurance, est-ce qu'on se dit on va faire du nouveau pour les jeunes ou on fait du nouveau pour tout le monde? Est-ce que c'est les jeunes qui vont tirer ces nouveaux modes de consommation ou est-ce que c'est pas si simple que ça? Je pense que c'est quand même intéressant dans les noms que vous avez mentionnés, Alan, Lemonade, c'est que quand même derrière vous avez toujours un gros assureur à un moment ou à un autre. Ouais. Donc c'est des bonnes idées qui sont peut-être issues de personnes qui ne sont pas forcément directement dans l'assurance, mais in fine on se rend compte que les acteurs traditionnels vont pas disparaître puisqu'on a quand même souvent besoin d'eux. Après, est-ce que ces acteurs sont capables de faire naître ce genre de projet en interne? Ça c'est une autre question peut-être. Alors ça soulève aussi un point de réflexion qui était, on parle de ces nouveaux modèles assurantiels, on les voit du point de vue client, marché, offre, etc. Bien évidemment, c'est quand même ça le but du jeu. Quelles répercussions vont-ils avoir ou ont-ils déjà sur l'organisation, les modes de fonctionnement des assureurs, des mutuelles, sur le fait de collaborer avec des InsurTech, de collaborer avec des startups, collaborer avec des acteurs économiques qui sont de taille complètement dissymétrique, qui n'ont pas les mêmes valeurs? Est-ce que c'est aussi un point de passage obligé? Quels sont les... Alors, c'est juste un point de tendance, hein, parce que ces phénomènes-là sont plus ou moins connus, mais est-ce qu'on est plutôt sur une cohabitation, sur des stratégies de rachat, qu'est-ce que vous voyez de votre fenêtre? Nous, on s'est intéressé au sujet, d'abord, au sujet InsurTech en tant qu'investisseur. Ensuite, on s'est rendu compte que ce n'était pas nécessairement indispensable. Donc on a alloué une enveloppe, une quinzaine de millions d'euros qu'on a confié à un gestionnaire de private equity qui fait la prospection, qui investit pour nous, mais c'est pas dans l'objectif de prendre le contrôle de ces entreprises, c'est juste dans l'objectif de voir ce qui se passe sur le marché, les innovations, l'évolution des réponses qui peuvent être apportées par les start-upers aux besoins du moment. Et on se dit qu'au besoin, s'il y a telle ou telle solution qui nous intéresse, on entrera dans un partenariat, mais on n'a pas besoin que ce soit un partenariat capitalistique. Ce qu'on s'est rendu compte aussi, c'est qu'on ne pouvait plus fonctionner de façon très institutionnelle, très cadrée, il fallait qu'on soit beaucoup plus réactif, et donc on était obligé en interne de mettre une nouvelle organisation pour être capable de dialoguer et d'être dans le tempo requis par ce monde nouveau. C'est vrai d'ailleurs également de tous les développements technologiques, informatiques que vous faites en interne. Le temps où on définissait un cahier des charges pendant 3 mois, ensuite on se mettait d'accord dessus, on laissait travailler l'informatique pendant 6 mois, 1 an. Puis après il y avait l'étape du recettage, ça c'est un mot que j'ai découvert. Donc pendant 2 mois on teste et puis on redéfinit un nouveau cahier des charges et ainsi de suite. C'est plus possible. Les nouvelles organisations, c'est vous avez sur le côté gauche de la salle les opérationnels métiers, sur le côté droit de la salle les informaticiens qui sont au service des opérationnels et ils se parlent et ça se fait en direct et de façon très informelle. Et c'est comme ça qu'on est réactif, qu'on est agile et qu'on dépote les projets. Sinon, on se fait totalement court-circuiter par justement les fintech, les insurtech qui, eux, fonctionnent par construction sur un mode très agile, très réactif. Donc si on veut être dans le tempo, il faut se mettre à la page. Oui, Clément, est-ce que c'est une perception qu'on a lorsqu'on est patron de start-up? Est-ce que c'est quoi les points forts qui sont reconnus par vos contreparties dans le secteur assurance, et c'est quoi peut-être vos points les plus difficiles à gérer? Je pense que s'ils viennent nous voir, que ça, nous ou nos concurrents, c'est aussi pour avoir de la nouveauté, un peu de fraîcheur et qu'on leur vende une vision. Après, ils comptent sur nous pour l'exécuter, c'est aussi pour ça qu'on est payé par la suite. La seule chose, c'est que quand c'est 3 jours dans la vie d'une start-up, c'est 3 mois chez un assureur.
Et pas que vous, hein, les banques ou des grands groupes en général, mais ça c'est juste la taille qui fait ça, c'est un effet, juste un effet de taille. C'est que la start-up va beaucoup plus vite, mais elle peut aussi, il y a aussi une part de risque. Hein. C'est pour un groupe qui mise sur une boîte, peut-être que dans 1 an, 2 ans, 3 ans, est-ce qu'elle sera encore là? Donc on comprend tout à fait. Et il faut savoir comment on se place. Quand on est là pour apporter un service, mais on comprend aussi en face. Si on mise sur le mauvais cheval, je me mets à la place de l'assureur, s'il mise sur le mauvais cheval et qu'il a mis 2-3 millions d'euros dans un projet, bah c'est de l'argent perdu, quoi. Là où en prenant des grosses structures, il y a moins de risques. Bon. C'est clair. Oui, moi, je pense qu'il y a un intérêt mutuel. On voit que les assureurs essaient de se rapprocher je dis les assureurs au sens large, essaient de se rapprocher des startups, et nous, on crée les conditions pour que les startups viennent rencontrer les assureurs dans nos réunions. Mais inversement, les startups ont besoin de ces assureurs parce qu'il y a les réseaux, la force, l'inertie, etc. Dans le monde des techs, pour dresser un peu le panorama, il y a à peu près 600 techs dans le monde de je dirais banque-assurance. Sachant que pure assurance, il y en a à peu près 10%. Et les chiffres sont exponentiels dans l'évolution de l'assurance. Mais on voit que voilà, tout le monde de la tech a plutôt démarré dans le secteur de la banque. C'est pour ça qu'on disait que même que la banque allait être traversée, donc ça allait être difficile. Je sens plus le monde de l'assurance plus sous un terme de partenariat, d'échange, de partage, et non pas la volonté de préempter un secteur et de venir s'installer. Je ne sais pas ce qui se passera, mais je dirais méfions-nous de l'avenir si on se met côté assureur, ou regardons l'avenir différemment si ça répond à d'autres besoins. Mais en tout cas, voilà, je vois plutôt un système de partenariat et d'évolution logique. Alors ça, c'est intéressant que vous parliez d'avenir parce que, il y a eu ce débat aussi qu'on entend ici et là, c'est est-ce qu'on finalement passe notre temps à imaginer l'avenir ou à construire du présent? Alors, en quelque sorte, c'est un petit peu la démarche de beaucoup d'InsurTech ou de certains assureurs qui se disent si on veut faire du nouveau, il faut faire du nouveau complètement de A à Z, en mode greenfield, pour utiliser un anglicisme. Est-ce que c'est un peu votre perception? Est-ce que pour bénéficier à la fois de la taille et la crédibilité des grands groupes mutualistes et de l'assurance, est-ce qu'il faut utiliser leurs compétences, mais est-ce que, s'agissant de la technologie et de l'organisation, est-ce qu'il ne faut pas essayer de reconstruire l'avenir tout de suite avec des choses dans l'immédiat, mais neuves? Et juste avant de passer la parole, sur les 10%, il y en a quand même une grande majorité, pareil, je n'ai pas les chiffres, mais on va dire que c'est à peu près 90%, l'essentiel, c'est quand même en B2B, c'est-à-dire en assistance aux assureurs. La preuve, dès qu'on parle en B2C, c'est-à-dire en s'adressant directement aux consommateurs, là, on les cite, voilà, les Monlane, Alan, mais il n'y en a pas tant que ça. Donc, exactement, on voit qu'on est quand même plutôt en B2B pour l'instant. Donc c'est pour ça que je parlais de partenariat. Mais ça peut évoluer, comme le disait Bertrand. On voit que maintenant, on se met à 4, 5 et on peut avoir un agrément auprès de l'autorité de contrôle. Non, mais pour poursuivre, effectivement, il n'y a pas de raison que l'industrie de l'assurance, qui était très monolithique, ne suivent pas la tendance naturelle de tous les secteurs industriels et commerciaux à la fragmentation de la chaîne de valeur et à la création d'entités spécialisées sur tel ou tel segment. On l'observe dans l'automobile, dans l'aéronautique, dans tous les secteurs. On observe ce phénomène. C'était assez étranger au monde de la finance et de l'assurance. Ça ne l'est plus. C'est pas un drame. Pour revenir à votre dernière question, on a des exemples effectivement de grands groupes d'assurance. On a un grand groupe français, franco-français, pas franco-français, français avec fort rayonnement international, qui lui a effectivement pris le parti en interne d'avoir son propre laboratoire et de susciter la création de start-up assurantielles de A jusqu'à Z. Voilà, il y a tous les schémas possibles, soit le susciter en interne, soit le susciter en externe. Enfin voilà, je ne pense pas qu'il y a de modèle unique, mais effectivement, partir d'une feuille blanche, ça aide beaucoup. Hein, quand on voit dans un domaine totalement étranger à l'assurance, la fusée SpaceX. Ils sont repartis d'une feuille blanche, ils ont réinventé la fusée, quoi. Donc et du coup, c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec des coûts dramatiquement bas pour les concurrents actuels.
tout cas, c'est intéressant comme point de vue. Et évidemment, je pense que personne n'a en tête que le débat, c'est un débat des anciens contre les modernes ou des gros contre les plus petits, les émergents. Mais c'est une collaboration intelligente. Je trouve que le challenge de démarrer quelque chose concrètement sur le marché, c'est quelque chose qu'on arrive à faire assez facilement ou pas, Louis Clément? Alors, on a eu un cas avec un grand assureur où en fait ils ont d'abord voulu nous tester en interne sur un outil à l'usage de leurs agents généraux. Et une fois qu'on avait pu prouver que ça fonctionnait pour eux, c'est là où ils étaient d'accord pour aller regarder qu'est-ce qu'on peut faire plutôt en B2C. Ouais. Et là, c'est sur un nouveau, c'est encore en cours de développement, mais c'est sur un nouveau produit from scratch avec un nouveau mode de distribution from scratch aussi. Et donc, on a pu travailler avec des actuaires pour dire, OK, bah, c'est quoi les questions qu'il y a à poser, par exemple, pour définir le niveau de risque et être en mesure de donner un tarif le plus vite possible. Le délai d'un projet de ce type-là, on est sur 1 an à peu près. Un an. Mais enfin, à notre échelle, c'est beaucoup, mais ça me paraît assez rapide. Un an étant un compromis entre la rapidité, le fait de s'assurer. Vous avez, il y avait quand même toute la partie actuariale, quand même, puisque c'est un nouveau produit à créer. Donc, ça, c'est un temps sur lequel la start-up n'a pas vraiment son mot à dire, si ce n'est... on peut vous avoir ces informations-là, après, qu'est-ce que vous en faites? Et puis après, oui, c'est des délais... je trouve ça assez rapide, de rien. Alors, est-ce que les actuaires sont agiles? On essaye d'être agile, mais c'est vrai que l'enjeu de la tarification, notamment, est pas simple, hein, puisqu'il faut de la donnée, il faut de l'information. Alors après, on peut toujours créer des modèles, mais bon, faut les alimenter. Juste pour revenir effectivement sur ce qui s'était dit avec effectivement les enjeux de plateformisation, qui est un mot assez à la mode, qui permet effectivement de rendre l'écosystème effectivement assurantiel actuel, vous l'aviez indiqué, avec voilà, toute la mécanique un peu lourde qui est mise en œuvre, et de pouvoir la brancher justement avec d'autres écosystèmes plus agiles. Ça, c'est des choses, et tu le sais en premier lieu, qui sont effectivement, qui font partie de toutes les DSI, des questionnements de partie de toutes les DSI. Bien sûr. On va approcher de la fin de cette table ronde. J'aurais voulu avoir un peu au feeling, je dirais un peu votre sentiment sur la dynamique, c'est un peu l'esprit, la question du départ. Ces nouveaux modèles assurantiels, qu'on en parle, ils existent, mais c'est quoi le trend, c'est quoi la dynamique? Je sais pas, Michael. Moi, si je devais donner une conclusion, il faut... on a vécu une période difficile et je vais peut-être dramatique, mais voilà, la crise est devant. Et je pense qu'on doit être en soutien. En gros, on doit être solidaire. Voilà. Si j'avais qu'un mot à dire, je pense qu'il faut réussir à être solidaire. On n'est pas... moi, je travaille dans une profession où on dit on y arrive par hasard, on y reste par plaisir. Et en même temps, quand vous en discutez dans les repas de famille, c'est pas une profession où on est forcément adoré. Parce que je dirais plutôt on est incompris, on n'explique pas tout ce qu'on fait, la prévention, l'assistance, etc. Il y a énormément de choses là, qui ont été faites dans les territoires, sur le terrain, là, dans cette période, je dirais, post-Covid, et on n'a pas fini. Donc voilà, continuons d'être solidaires, d'être responsables. Je fais une petite parenthèse, nous on a également adhéré au Global Compact France. Donc il y a 17 objectifs de développement durable. Voilà, on doit s'inscrire dans toutes ces thématiques, la finance verte, etc. Et montrer qu'on est près des concitoyens, parce que on dit l'assurance, là je pars sur la partie yard, mais même sur la partie vie, on doit être sur toutes les étapes de la vie. Alors on nous voit plus au moment difficile, mais je pense que voilà, à nous d'essayer d'être présents et d'accompagner les périodes, qu'elles soient difficiles ou qu'elles soient heureuses, et je le souhaite. Merci, Michael. Bertrand. Que ce soit l'assurance, la réassurance ou le courtage d'assurance et de réassurance, il y a une pensée de certains qui est que la pression concurrentielle pousse à la concentration, finalement, à ce qu'à la fin, il y ait quelques grands acteurs mondiaux gigantesques, comme il peut y avoir dans le domaine de l'automobile ou de la construction aéronautique. Moi, je pense au contraire que la pression concurrentielle, la pression des consommateurs fera qu'il y aura toujours de la place
pour des acteurs de taille petite et moyenne, très innovants, très agiles. Et comme on l'a déjà dit, l'accès généralisé, maintenant aisé à la technologie, renforce cette conviction. Et un autre point, c'est qu'on pouvait penser que l'assurance était protégée de la disruption par des insurtech grâce au code des assurances. En fait, pas du tout, et tant mieux d'ailleurs. Et on voit même que la CPR encourage ce mouvement parce que c'est de la concurrence, donc c'est un meilleur service au client. Et à la fin, c'est quand même ça que recherche tout le monde. Je vais rebondir sur ce que vous venez de dire, mais globalement, c'est le client qui juge in fine. Et quand, d'un côté, certains acteurs sont capables de vous dire vous allez souscrire chez moi en 1 minute 30 et si jamais vous avez une claims, vous serez payé en 3 minutes. Quand d'autres acteurs en face disent venez chez mon agent ou allez voir votre courtier, puis après, ça va prendre 3 mois de traitement pour vous faire rembourser de votre cambriolage. In fine, à mon avis, le client va choisir plutôt le nouvel acteur. Alors peut-être pas tout de suite, ça va peut-être prendre 5 ans, 10 ans, 15 ans, mais l'avenir va plutôt vers le sens du service. Et on voit que l'assurance s'y met depuis quelques années. Ouais, donc je vais un peu paraphraser ce qui s'est dit. Je dirais qu'effectivement, à la fois la création d'un écosystème qui puisse s'enrichir les uns les autres. Alors, il y avait la réassurance avec les assureurs, mais là, on peut y insérer en complément, je dirais, les insurtech. Et c'est vrai que plus l'acteur aura capacité à agréger comme ça, à jouer son rôle d'agrégation de services, plus je pense qu'il aura capacité à se mesurer à d'autres acteurs qui pourraient vouloir également prétendre à avoir cette vision d'offre de service de manière assez 360. Parce qu'on a beau dire, c'est vrai que le client, il a quand même pas forcément envie d'aller à 36 sources différentes. Donc il y a un moment où l'enjeu de la plateforme initiale, si les assureurs arrivent à jouer ce rôle d'agrégateur, ils auront réussi beaucoup. Et l'autre élément, c'est évidemment digitalisation, je crois que vous l'avez rappelé, et puis l'intégration des nouvelles technologies, donc la transformation, évidemment. Bon, merci à tous. Je trouve qu'on arrive à une synthèse qui est intéressante. C'est être solidaire, s'inscrire dans un écosystème avec une diversité d'acteurs de taille et de culture, rester focalisé sur nos clients, et justement faire vivre cet écosystème avec un bon équilibre. On voit qu'il y a une dynamique qui est très forte, et on peut probablement dire que pour l'assurance, le futur, c'est déjà aujourd'hui. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci. Merci.